Et si je vous disais que Luffy ne sera pas celui qui portera le coup final à Imu? Car même si Luffy triomphera de l'antagoniste ultime de cette histoire, cet adversaire final sera en réalité Barbe Noire, après qu'il aura arraché au futur ancien dieu de ce monde son pouvoir. Pourtant, Barbe Noire ne pourra pas renverser Imu par ses seuls moyens. Oda tisse depuis des décennies les courants d'intrigue de 3 figures pour les faire se rejoindre au même point. La chute du souverain des dragons célestes. Une coalition inattendue entre le dernier héritier du clan Davy, le chef de la révolution, et le dragon céleste déchu, les 3 enfants de God Valley. Le flashback de God Valley n'avait pas seulement pour but de présenter Imu comme le mal absolu de ce monde. Le mal que même Rox, Roger et Garp n'ont jamais pu abattre. Non, ce retour dans le passé racontait aussi la genèse d'un trio destiné à renverser Imu un jour. Leurs 3 routes prennent naissance ici. Barbe Noire, fils de Xebec, Dragon, fils de Garp, et Shanks, fils adoptif de Roger. Et leurs trajectoires convergent vers le même monstre tapi dans les profondeurs, Imu, afin d'accomplir ce que leurs pères n'ont jamais réussi. Alors pour saisir l'ordre des événements qu'Oda prépare pour le final de One Piece, et comprendre comment cette bataille décisive achève parfaitement l'histoire de chaque personnage majeur, installez-vous car nous allons tout remonter pas à pas depuis l'origine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous êtes passionné par One Piece et que vous aimez explorer les théories les plus audacieuses, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications afin de ne rien manquer de nos futures explorations. Merci à ceux qui prendront le temps pour tout cela. Préparez-vous à plonger au cœur des mystères de cette œuvre légendaire et explorons ensemble les secrets qui pourraient bouleverser à jamais le monde de One Piece. Mais d'abord, laissez-moi vous dire un truc. Dans One Piece, il y a des trésors partout. Certains brillent et d'autres ont surtout une histoire à raconter. Et justement, je vais vous parler d'une marque qui crée ce genre de trésors dans notre monde, Holzkern. Holzkern est une marque de montres et de bijoux pour les hommes et les femmes. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel bijou. Tous leurs produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels, ce qui fait que chaque pièce est littéralement unique et de haute qualité, comme un fruit du démon qu'on ne retrouvera jamais en double. Holzkern fabrique ses collections en petite quantité, un peu comme si chaque modèle était une édition limitée. Pas de production massive, on parle ici d'un travail responsable, éthique et vraiment premium. Chaque montre et chaque bijou est livré avec 2 ans de garantie et cerise sur le gâteau, la livraison est gratuite depuis Vienne et reçue en général en 2 à 5 jours ouvrables avec les retours gratuits sous 24 jours. Et si vous commandez avant le 19 décembre, ça arrive avant les fêtes de fin d'année sans mauvaise surprise. Et honnêtement, c'est clairement une idée de cadeau parfaite. Déjà parce que Holzkern peut, en option, faire un travail incroyable sur la présentation. Leurs bijoux arrivent dans un magnifique écrin vert et leurs montres dans une pochette cadeau rouge prête à offrir. Aucun stress, aucun emballage à improviser la veille, c'est clean, classe et ça fait directement son effet. C'est le cadeau parfait, un objet unique, pas forcément cher mais avec une histoire. Et c'est exactement ce que transmet Holzkern. Un cadeau qui marque, qui reste, un souvenir qui voyage avec vous. Si je fais équipe avec Holzkern aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour présenter une marque. C'est parce que je veux vous aider à offrir un vrai trésor, un cadeau sans stress, sans prise de tête, mais avec une âme. Et pour une période comme Noël, trouver quelque chose de personnel et symbolique, c'est souvent un enfer. Holzkern est la solution parfaite. Alors si vous aussi vous voulez offrir un cadeau digne d'un empereur, je vous mets mon lien personnel en description, ainsi qu'en commentaire épinglé avec mon code RYOK si vous voulez me soutenir. Naviguez-y comme si vous exploriez une nouvelle île, car il y a forcément un modèle qui deviendra votre propre trésor ou celui de quelqu'un que vous aimez. Merci à Holzkern et on est parti pour la vidéo. Le flashback de God Valley repose sur un trio central, Xebec, Roger et Garp. Tous 3 y sont présentés comme les protagonistes, car le véritable antagoniste de ce récit n'est autre qu'Imu. Ces 3 héros de leurs époques se sont retrouvés unis lorsqu'ils ont enfin identifié le mal authentique qu'il fallait affronter. Mais Imu a comme toujours su tirer parti de ses pouvoirs afin de les dresser les uns contre les autres. La tragédie de God Valley s'achève ainsi sur l'échec du véritable héros de ce flashback, Xebec, incapable de vaincre le grand ennemi. Roger et Garp, quant à eux, héritent du rôle de vainqueur, mais d'une victoire en trompe-l'œil. Ils ne terrassent qu'une marionnette, parfaitement conscient que le véritable mal demeure, invincible et tout-puissant, continuant de tenir le monde sous son emprise. Et c'est, finalement, le cœur de tous les flashbacks de One Piece. Nous ramener à un instant où la génération précédente a subi une tragédie, mais où elle a laissé derrière elle une volonté.
une volonté destinée à être reprise par ceux qui viendront après pour achever un jour ce que leur prédécesseur n'a pas pu accomplir. En regardant de près le flashback de God Valley, on réalise qu'il ne s'articule pas seulement autour des 3 protagonistes majeurs. Ce moment fondateur sert aussi de point de départ aux histoires de 3 enfants destinés à devenir des figures centrales de l'ère moderne. 3 destins mis en mouvement par cette tragédie, presque comme si God Valley avait volontairement façonné ce qui allait hériter du conflit. D'abord, il y a ce bébé dragon céleste pris dans une succession d'événements improbables qui finiront par le placer sous la protection de l'équipage de Roger. Ensuite vient David Teach, l'enfant au cœur même de la bataille. Son père débarque sur God Valley pour le sauver lui et sa femme. Teach a assisté à l'horreur et en est ressorti brisé, mais vivant, en devenant l'unique survivant du clan Davy que Imu n'est pas parvenu à effacer complètement. Enfin, il y a Monkey D. Dragon, simple recrue de la marine dont les illusions s'effondrent en observant la vérité du monde lors de l'incident. C'est ce jour-là qu'il choisit de tourner le dos à la marine pour suivre sa propre voie et amorcer la naissance de la révolution. Ainsi, le récit de God Valley se lit comme une histoire de destin. 3 héros confrontés au plus grand mal du monde et incapables de le vaincre, mais dont l'échec déclenche la naissance des trajectoires qui façonneront l'avenir. Et ce n'est pas un hasard. Ces 3 enfants reflètent directement les 3 protagonistes de God Valley. Teach, fils de Xebec, Dragon, fils de Garp, et Shanks, fils adoptif de Roger. Aujourd'hui, ces 3 héritiers sont devenus les forces les plus influentes opposées au gouvernement mondial en dehors de Luffy lui-même. God Valley a donc été la scène où un cycle s'est terminé et où un autre a commencé. Ces regroupements ne doivent rien au hasard. Ce n'est pas une coïncidence si Rox, Roger et Garp ont été placés au centre de ce flashback. Oda les a choisis précisément parce que leur trajectoire résonne directement avec celle de leur héritier. Le flashback tisse en parallèle les origines de leurs 3 enfants qui incarnent l'avenir du monde. En refermant la boucle, l'histoire se prépare à un nouvel écho. Dans l'ère moderne, Imu sera de nouveau confronté à un trio d'alliés improbables, liés malgré eux, unis par la nécessité, tout comme leur père l'avait été autrefois. À la différence près que cette fois-ci, Shanks, Barbe Noire et Dragon possèdent les clés qui manquaient à la génération précédente pour espérer renverser Imu. Mais avant même d'expliquer pourquoi ces 3 héritiers pourraient réussir là où Rox, Roger et Garp ont échoué, une question s'impose inévitablement. Où se situe Luffy dans tout cela? Pourquoi Luffy ne serait-il pas celui qui vaincra Imu? Beaucoup ont longtemps oscillé entre l'idée d'Imu ou de Barbe Noire comme antagoniste final. Mais les indices récents pointent dans une direction de plus en plus nette. Oda semble préparer une séquence où Imu est vaincu d'abord par un effort collectif, avant que Barbe Noire ne s'empare de son pouvoir et devienne le véritable ennemi final. Ce serait donc à Luffy de terminer l'histoire en affrontant et en vainquant Barbe Noire. Autrement dit, si Luffy ne participe pas directement à la défaite d'Imu, c'est tout simplement parce qu'Imu ne sera pas l'adversaire ultime. Le rôle du méchant final appartient déjà à Barbe Noire. Un des indices majeurs soutenant cette lecture est le fait qu'Imu est explicitement positionné comme le méchant de l'arc d'Elbaf. Luffy marche en ce moment même vers un affrontement direct avec lui. Et c'est là que tout devient étrange. Nous savons pertinemment que Luffy ne peut pas vaincre Imu de manière définitive à Elbaf, car ce serait bien trop tôt dans la structure globale du récit. Pourtant, tout indique qu'Oda prépare malgré tout une confrontation majeure entre Luffy et Imu dans cet arc, et c'est très inhabituel. Oda ne donne jamais à Luffy le même boss final dans 2 arcs différents. Oui, il peut faire affronter plusieurs fois le même adversaire dans un arc donné, mais il n'a jamais écrit 2 arcs consécutifs où Luffy affronte le même antagoniste final. C'est parce qu'en général, le conflit central et les thèmes d'un arc sont construits autour de son antagoniste principal. Et dans le cas d'Elbaf, tout indique qu'Oda a conçu cet arc pour offrir à Imu son véritable moment en tant que méchant pivot. Dès le début, l'histoire introductive autour des Lego fonctionnait comme une parabole. Un souverain tout-puissant imposant sa volonté sur un monde qu'il façonne comme un dieu, contrôlant chaque détail. Une métaphore évidente posant le cadre thématique d'un affrontement contre Imu. La tragédie fondatrice de l'arc, qui est la mort du roi Harald, figure adorée d'Elbaf, remonte à Imu. Le grand antagoniste du flashback de Rox, Imu également. Et à présent, l'ennemi principal vers lequel Luffy semble être dirigé dans cet arc, c'est encore Imu. Tout cela converge vers le même point. Elbaf est l'arc où Imu occupe sciemment le rôle du méchant principal. Et cela devient logique si Oda prévoit qu'Imu soit ensuite supplanté par Barbe Noire dans l'axe final, exactement comme un passage relais dramatique. La structure rappelle Wano. Bien que l'arc impliquait la défaite de Kaido et Big Mom, c'est Kaido qui incarnait le méchant principal affronté par Luffy, alors que Big Mom était neutralisé dans l'avant-dernière bataille par d'autres personnages. A l'inverse, l'arc précédent de Whole Cake Island avait offert à Big Mom son rôle de méchante centrale, avec un conflit directement lié à Luffy. Évidemment, ce schéma n'est pas une loi immuable, et Oda pourrait très bien briser sa propre règle et faire d'Imu le méchant principal de 2 arcs consécutifs. Cependant, un autre élément pèse lourd.
l'histoire personnelle de Luffy ne fait pas de lui l'adversaire naturel d'Imu. Pas autant, du moins, que les 3 enfants liés à God Valley. Pour Dragon, c'est littéralement toute sa vie. Son récit, son combat, sa révolution entière vise à renverser les dragons célestes. La lutte contre Imu est son objectif fondamental, infiniment plus personnel que pour Luffy. Pour Barbe Noire, l'enjeu est tout aussi profond. Nous savons maintenant que le premier rebelle contre les dragons célestes, le premier ennemi juré d'Imu, n'était autre que son père. Le conflit entre le clan Davy et Imu remonte à des siècles. Teach porte donc cette haine héréditaire, ce destin lourd et ancien. Quant à Shanks, sa propre origine liée aux dragons célestes et son statut d'enfant rescapé de God Valley le placent aussi dans cette dynamique intergénérationnelle. Dans cette logique, ce sont les 3 héritiers de God Valley, et non Luffy, qui portent la charge narrative pour renverser Imu, car ce conflit leur appartient à un degré que Luffy ne partage tout simplement pas. Ainsi, il devient de plus en plus évident que l'histoire de Barbe Noire, qui est le dernier survivant du clan Davy, rescapé de God Valley, élevé avec l'idée de venger un jour les siens et d'abattre Imu, n'a jamais été un simple détail. Cette idée attendait ce moment précis pour entrer pleinement en jeu. De la même manière, l'origine de Shanks, désormais révélée comme étroitement liée au dragon céleste et à ce mystérieux enfant de la destinée, l'inscrit naturellement dans ce même conflit ancestral. Surtout qu'Oda lui-même a laissé entendre à plusieurs reprises que Shanks jouerait un rôle clé dans la saga finale. Or, puisque son duel annoncé est destiné à être perdu face à Barbe Noire, la conclusion logique est que son véritable rôle se trouve ailleurs, face au dragon céleste, face à Imu. Comparé à ce trio, Luffy n'a tout simplement pas le même degré de connexion personnelle avec Imu, ni d'un point de vue intime, ni même sur le plan symbolique lié au dragon céleste. Et c'est normal, le rôle de Luffy n'a jamais été d'incarner la vengeance. Son rôle est celui de libérateur, celui qui brise les chaînes, peu importe la nature de l'oppresseur. Et justement, dans la saga finale, Oda semble construire quelque chose d'un peu différent. Une structure où Luffy peut continuer à jouer son rôle, mais d'une manière qui renforce son propre parcours, lui offrant une bataille infiniment plus personnelle, tout en permettant à d'autres personnages de récolter enfin la victoire qui leur revient. Si le trio Shanks, Dragon, Barbe Noire est celui qui renverse Imu, alors leurs intrigues s'accomplissent de façon parfaite. Dragon achève la guerre de toute une vie, Barbe Noire réalise la vengeance de son clan disparu, et Shanks confronte enfin ses origines qui ont façonné son destin. Et cette victoire ouvre naturellement la voie à la suite. Barbe Noire vole les pouvoirs d'Imu, le dépasse et devient le véritable antagoniste ultime. Une obscurité encore plus vaste, vorace et dévorante. Une menace qui, cette fois, s'étend sur le monde entier. Une menace que seul Luffy peut affronter, une menace que seul Luffy peut vaincre. On peut ajouter à cela que ce schéma narratif est remarquablement similaire à ce qui s'est produit à Marineford, la conclusion de la première partie de One Piece. A l'époque, tout laissait croire que l'arc allait se conclure sur une victoire majeure contre le gouvernement mondial. Puis, au moment culminant, Barbe Noire surgit, révélant une menace encore plus grande, s'imposant comme le véritable antagoniste ultime. Mais comme l'histoire n'était encore qu'à mi-parcours, Oda a mis pause sur tout cela, car Barbe Noire avait littéralement mis la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, il devient difficile de ne pas voir dans cet événement une préfiguration de la manière dont se déroulera l'arc final. Ce qui commence comme une bataille contre les dragons célestes se transforme soudain en Barbe Noire achevant son plan pour devenir l'ennemi encore plus grand. Après la chute d'Imu, Teach pourrait s'emparer de son fruit mythique, complétant enfin le triptyque parfait. Le Logia le plus puissant, le Paramecia le plus puissant et le Zoan le plus puissant. A partir de là, Barbe Noire pourrait apparaître sans contestation possible comme le plus grand méchant de toute la série, une menace dépassant même Imu. Ce serait le moment où plus personne ne peut l'affronter, plus personne sauf Luffy. Et c'est précisément ainsi que tout s'emboîte pour notre héros. Il accomplit à la fois son rôle narratif et son voyage personnel. Narrativement, il devient le guerrier de la libération, celui qui abat l'expression ultime des ténèbres pour permettre à l'aube de se lever. Personnellement, il affronte enfin son véritable rival, l'ombre parfaite qui le poursuit depuis Jaya, et remporte le duel qui le consacre enfin roi des pirates. Cette structure répond proprement aux arcs de chacun. Et puisque Luffy affrontera déjà Imu à Elbaf, il n'y a aucun manque. Oda peut offrir le combat de Luffy contre Imu sans sacrifier celui de Luffy contre Teach comme confrontation finale. Mais cela pose immédiatement une question cruciale. Comment Dragon, Shanks et Barbe Noire pourraient-ils vaincre Imu alors que même 6 légendes réunies n'y sont pas parvenues? La réponse pourrait être plus simple qu'on ne le pense. L'Alliance de l'ère moderne possède des outils que l'ancienne génération n'avait pas. Et l'arme la plus déterminante, c'est évidemment le Yami Yami no Mi de Barbe Noire. Imu est très puissant, vraiment très puissant. Mais beaucoup de lecteurs se projettent trop vite sur l'étendue réelle de ses capacités. Le véritable défi posé par Imu n'est pas la force brute,
mais sa régénération, ou plus exactement, ce qui ressemble fortement à une immortalité fonctionnelle. Oda a insinué à plusieurs reprises qu'Imu serait le bénéficiaire de l'opération d'immortalité de l'OP-OP no Mi, ce qui signifie qu'il peut encaisser n'importe quel dommage et revenir. C'est sans doute pour cette raison que Rox pensait qu'il fallait 2 fruits pour le vaincre. Et l'un d'eux devrait probablement être le Yami Yami no Mi, car ce fruit est capable d'annuler les effets d'autres fruits du démon, y compris l'immortalité conférée par l'OP-OP no Mi. C'est également ce qui explique pourquoi tout le plan de Barbe Noire commence avec le Yami Yami no Mi. Il n'a rien tenté avant de l'obtenir. Il était même prêt à renoncer à son rêve entièrement jusqu'à ce que ce fruit tombe enfin entre ses mains. Sans ce pouvoir, sa mission était littéralement impossible. Ce fruit sera donc probablement la clé permettant à l'Alliance moderne de tuer Imu, ou du moins de faire en sorte que les attaques cessent d'être annulées par sa régénération. Mais au-delà du Yami Yami no Mi, le combat au corps à corps contre Imu n'est pas hors de portée pour un utilisateur de haki de très haut niveau. Nous l'avons vu, Rox pouvait tenir tête à Imu. Le problème n'était pas de le toucher ou de le vaincre physiquement, le problème c'était bel et bien la capacité d'infliger des dégâts permanents. Rox pouvait découper Imu encore et encore, mais il survivait à chaque fois. C'est précisément là que des titans du haki comme Shanks ou Dragon entrent en jeu. Avec un soutien du Yami Yami no Mi permettant de neutraliser la régénération d'Imu, leurs attaques pourraient enfin laisser des dégâts réels, durables et définitifs. Nous avons également vu que si Rox a fini par tomber face à Imu, ce n'est pas faute de puissance. La seule raison réelle de sa défaite est la capacité d'Imu à renverser ses adversaires. C'est là que Shanks devient crucial. Il est l'un des personnages les mieux équipés de tout One Piece pour combattre Imu sans jamais se faire attraper. Shanks possède une vision du futur inégalée. Une lecture avancée que Rox était probablement incapable d'activer sur God Valley, son état émotionnel étant bien trop instable pour lui permettre de l'utiliser, étant donné que la vision du futur exige un esprit parfaitement calme. Shanks, lui, est presque l'opposé, constamment maître de ses émotions, capable même d'utiliser la vision du futur dans des moments où la vie de ses proches est en danger. S'il y a quelqu'un qui peut éviter Imu, c'est bien lui. Quant à Dragon, nous sommes face à un mystère quasi total. Mais certaines choses sont presque certaines. Il possède très probablement un fruit du démon exceptionnellement puissant, et il est quasiment garanti d'être un maître du haki à un niveau comparable au plus grand de la série. Nous ignorons ce que son fruit peut faire, ou ce que son haki ajoutera à la bataille, mais il existe un motif narratif intéressant. 2 fois, dans l'histoire passée, Oda a construit des antagonistes parallèles à Imu, Ener et Doflamingo, des faux dieux, prétendument invincible, mais dont la quasi-défaite a reposé sur un coup parfait préparé depuis des décennies. Celui de Viper avec le Reject Dial et celui de l'eau avec le Gamma Knife. Dans les 2 cas, ces coups miracles auraient dû tuer leur cible. Et dans les 2 cas, la régénération de leur fruit du démon a permis à ces faux dieux de revenir d'entre les morts. Oda adore ces parallèles. C'est pourquoi il ne serait pas surprenant que Dragon ait lui aussi un Joker en réserve. Un coup ultime, une technique ou une faculté destinée à frapper Imu en plein cœur. Même si, comme ses prédécesseurs, Dragon ne sera pas celui qui portera le coup final, car ce rôle semble revenir à Teach, qui pourra ensuite voler la capacité d'Imu. Mais même en tenant compte du Yami Yami no Mi, de la vision du futur de Shanks et des capacités inconnues de Dragon, certains pourraient encore se dire « Non mais même comme ça, ces 3-là ne pourraient jamais vaincre Imu ». Et c'est justement là que tout devient intéressant. L'affrontement final contre Imu ne reposera pas uniquement sur ces 3 figures, même s'ils seront au centre. Nous pourrions assister à l'un des plus grands rassemblements de force de l'histoire du manga. 4, 5, 6, peut-être même 7 combattants de haut niveau unissant leurs pouvoirs pour abattre l'être immortel que la génération précédente n'a pu qu'effleurer. Ce qui importe, c'est que ces 3-là seront obligatoirement impliqués, car toutes leurs histoires convergent vers ce combat. C'est l'aboutissement logique de leurs 3 arcs intergénérationnels. Il est donc tout à fait possible que Mihawk rejoigne lui aussi la bataille en tant que combattant de second rang, ou bien que Law, en tant qu'utilisateur originel de l'OP-OP no Mi, joue un rôle incontournable pour défaire l'opération d'immortalité d'Imu, une tâche qui pourrait être autrement impossible, même pour Barbe Noire. Les candidats potentiels sont nombreux, mais seuls 3 personnages semblent être liés par destin à cet affrontement final, Shanks, Dragon et Barbe Noire. Alors, comment cette bataille conclurait-elle parfaitement leurs intrigues respectives? Commençons par Barbe Noire. Sa trajectoire a toujours été celle d'une ascension fulgurante. Presque grotesque au départ, introduit comme un clochard dans une taverne, il révèle progressivement sa nature véritable, celle d'un rival absolu, l'anti-Luffy, l'ombre parfaite. Arc après arc, Oda souligne que Teach n'est pas seulement en train de gravir les échelons, il réalise le destin séculaire de son clan, un destin qui remonte au siècle oublié, un destin qui le fera reprendre un trône arraché par Imu.
Plus l'histoire avance, plus il devient clair que Barbe Noire est destiné à obtenir exactement ce qu'il veut. Devenir, ne serait-ce qu'un instant, le roi du monde. Le flashback de God Valley renforce cela avec force. Xebec, Barbe Noire et le clan Davy apparaissent comme les victimes ultimes d'Ibu. Ceux qui ont le plus souffert de sa main, ceux dont la vengeance est la plus justifiée, la plus légitime. Et il devient alors évident pourquoi Oda a donné à Barbe Noire le seul fruit du démon capable de le défaire. Faire de Barbe Noire celui qui porte le coup final à Imu, celui qui vole sa capacité et s'empare de son trône, permettrait à Oda de boucler parfaitement son histoire. Barbe Noire obtiendrait la vengeance et la justice que son clan attend depuis des siècles. Il accomplirait le destin que Rox n'a jamais pu mener à terme. Mais ironiquement, il devient en même temps une version corrompue de la volonté du Di. Une volonté pervertie par la haine, la rancœur et l'ambition jusqu'à devenir la même obscurité que ses prédécesseurs avaient combattue. Barbe Noire obtiendrait enfin tout ce qu'il désirait. Et c'est précisément ainsi qu'Oda le prépare à devenir le dernier obstacle que Luffy devra abattre. Abandonner Imu au profit de Barbe Noire comme dernier adversaire de Luffy devient également logique d'un point de vue chronologique et mythologique. La scission au sein du clan des Di, cette rivalité antique, presque primordiale, semble remonter bien plus loin que le règne d'Ibu. Dans ce cas, placer Barbe Noire comme antagoniste final n'est pas seulement cohérent, c'est thématiquement incontournable. Et cela mène naturellement à l'un des événements les plus attendus et redoutés de toute la communauté, la mort de Shanks aux mains de Barbe Noire. Dans des circonstances normales, Teach ne devrait pas être capable de vaincre Shanks. Mais après une bataille titanesque contre Imu, où chaque combattant est épuisé, et avec Barbe Noire s'emparant ensuite du pouvoir d'Imu pour devenir l'être le plus puissant de la planète, ce renversement prendrait tout son sens. Ce serait le moment parfait pour sceller son ascension. Barbe Noire éliminant son rival destiné, celui qui se tenait toujours face à lui. Et paradoxalement, cela rendrait justice à Shanks. Avant sa mort, Shanks réussirait à accomplir ce qui semblait impossible en se défaisant de son héritage de dragon céleste, en menant la bataille contre eux, en aidant à renverser le roi des dragons célestes lui-même et en remplissant enfin le rôle majeur que Oda lui a promis depuis des années. Dans ces conditions, les lecteurs accepteraient bien mieux que Shanks tombe face à Barbe Noire, non pas par faiblesse, mais parce qu'il aurait déjà accompli ce qu'il devait accomplir. Et puis, il reste Dragon. Pour lui, il serait impensable, presque injuste, de ne pas jouer un rôle majeur dans la fin d'Imu. C'est l'objet de toute sa vie. Il doit être présent lors de sa chute. Il doit participer au combat décisif contre ce faux dieu. Mais après avoir aidé à l'abattre, Dragon assisterait horrifié à la prise de pouvoir de Barbe Noire, un tyran encore plus dangereux que l'ancien. Et c'est là que la boucle se referme. Dragon voit alors son propre fils se lever pour terminer le combat qu'il avait commencé. Cette scène serait l'une des plus puissantes de toute la série. Le révolutionnaire brisé par la montée d'un nouveau dieu et son fils marchant vers son destin pour apporter la nouvelle aube. Lorsque l'on assemble toutes les pièces dispersées à travers l'histoire, les flashbacks, les héritages croisés et les rivalités ancestrales, un schéma clair se dessine. La saga finale de One Piece ne raconte pas seulement la chute d'un tyran, elle raconte la fermeture d'un cycle vieux de plusieurs générations, où chaque héritier porte le poids des erreurs, des tragédies et des ambitions de ceux venus avant lui. Imu n'est pas l'adversaire final, il est le sommet d'un monde corrompu, l'aboutissement d'un règne millénaire. Et c'est précisément pour cela que ce combat ne revient pas à Luffy. Il revient à ceux dont la vie, la famille et l'histoire entière ont été brisées par lui. La chute d'Imu ne marque donc pas la fin de l'histoire, mais la libération d'une force encore plus terrible. En s'emparant du pouvoir d'Imu, Barbe Noire deviendra l'ultime adversaire, l'ombre absolue, l'apothéose de la volonté du Di poussée à son extrême le plus sombre. Et c'est là que Luffy entre enfin en scène. Non pour répéter le combat de ses prédécesseurs, mais pour mener le sien. Vaincre son rival, affronter la noirceur ultime, apporter l'aube au monde et accomplir son rêve en devenant le roi des pirates. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon, comme d'habitude, abonnement, pouce bleu, partage, etc. Merci à Holzkern, le partenaire de cette vidéo, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!